Écoutez, je m'excuse, on me donne seulement 5 minutes. Moi, j'ai encore un bout de temps. Quand tu veux sortir, peut-être en aller. Moi, j'aimerais lire mon texte jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et là, on trouve une troisième différence. Puisqu'autant la scène du trafic automobile que celle de la jungle écologique sont des scènes où circulent multiples voitures, multiples vivants, leurs règles de circulation concernent évidemment des situations aléatoires. C'est la vérité des accidents d'Aristote. L'étant défini comme circulant est donc indéterminé par excellence. En conséquence, au laboratoire scientifique, pour traquer des règles, il faut créer des conditions de détermination précises permettant de cerner des causes et des effets dans les mouvements qu'on y provoque. En bref, le double lien est la déconstruction de la séparation-opposition entre ousia et accident, ou entre être et temps. Alors, disons que, qu'est-ce qu'on peut connaître phénoménologiquement d'une voiture, d'un lion, d'un humain? S'il n'y a plus de séparation entre le temps et son contexte, si on peut parler dans tous ces cas d'être au monde, il faudra prendre le motif de Heidegger de possibilité comme relevant et de l'étang et du monde qu'il donne et il soutient. Il faut dire que ce que l'on connaît d'eux, ce sont leurs possibilités, celles que leur monde leur accorde. Toutefois, l'énigme de la différence avec un A reste toujours. Un événement peut toujours surprendre et révéler une possibilité inédite, ouvrant un avenir dépassant ce qui a été connu jusqu'alors. Alors, je voudrais maintenant venir sur la question de l'apprentissage de la parole dans la grammatologie. Autant de la grammatologie que dans la conférence, la différence, Derrida dégage ce motif et celui de trace à partir de la différence linguistique de Saussure. Citation: la structure générale de la trace immotivée fait communiquer dans la même possibilité et sans que l'on puisse les séparer autrement que par abstraction, la structure du rapport à l'autre, le mouvement de la temporalisation et le langage comme écriture. Fin de citation. C'est quoi la structure du rapport à l'autre? S'agit-il de dialogue entre des parlants qui ne semblent mériter aucune allusion de ce chapitre si important? Et si elle est indissociable du langage comme écriture, pourra-t-elle avoir avec l'apprentissage du dehors, de l'autre, qui devient dedans? Là est en fait la pointe du chapitre. Le recours qui est fait à la réduction phénoménologique husserlienne pour rendre compte de la différence saussurienne entre l'image acoustique, le signifiant, et le son. Celle-là, je cite, est la structure de l'apparaître du son qui n'est rien moins que le son apparaissant. L'entendu, non pas le son entendu, mais l'être entendu du son. L'être entendu est structurellement phénoménal et appartient à un ordre radicalement hétérogène à celui du son réel dans le monde. On ne peut découper cette hétérogénéité subtile mais absolument décisive que par une réduction phénoménologique. Fin de citation. On entend le son apparaissant chez les ouïes de celui qui écoute, sans que ce soit explicité, le rapport entre l'un qui parle
et l'autre qui écoute est nécessaire au langage, lequel justement se transmet par apprentissage de génération en génération. C'est au niveau de l'écoute que la réduction devient possible. De celui qui parle, on sait par un autre texte la même année, le phénomène de la voix, que la conscience est citation, nous s'entendre parler. L'œil est le monde dans la parole. Tandis que pour celui qui écoute, il faut la réduction phénoménologique. L'être entendu phénoménal, ce sont des différences entre les sons apparaissants, venus du monde, de l'ordre de la substance sonore, hétérogène, empirique, susceptible de multiples variations, voire d'excès. Cet ordre mondain est subtilement découpé de l'ordre phénoménal de ces différences, condition pour parler de traces, différence avec theta, qui n'existe pas, mais, citation, qu'il faut penser avant les temps. Fin de citation. Avant la substance. Car cette trace aux différences inscrit en des sons empiriquement non identiques un ordre de mêmeté radicalement hétérogène. Les différences entre des sons non identiques sont les mêmes. Cet ordre est à penser avant les sons, la langue avant les voix. Il n'existe pas en soi. La différence entre des sons n'est pas sonore. Il n'est que différence entre des sons empiriques. Et c'est pourquoi le découpage entre les deux ordres est subtil et demande une réduction phénoménologique. Or, tenir compte de l'apprentissage comme exemple majeur de cette réduction permet en effet de lire l'énigme de la différence dans la conférence sur celle-ci comme relevant d'une économie du même, ici la langue, et une dépense, un excès, la parole, relevant de la vie, la mort. C'est pourtant cette énigme, citation, qu'il ne faut pas se hâter de décider qu'on ne peut pas penser ensemble, fin de citation. C'est cette énigme que la réduction phénoménologique a découpée subtilement, car les deux ordres sont hétérogènes. C'est pourquoi il y a énigme. Or, justement, l'apprentissage reste une énigme majeure, l'énigme des énigmes, oserait-on dire. En lui, le découpage, la réduction se fait sans que l'on sache comment. Les voix qui parlent sont réduites de leur sonorité pour laisser que, à la longue, la mêmeté de la langue engendre chez l'autre une voix inédite. La trace engendre de la substance sonore. Ce qui ne peut se faire que dans la variabilité de cette substance, son excès, énergie folle d'un don, disait Derrida d'Anglas, énergie folle d'un son, que la mêmeté retient par striction dans son ordre, celui de la langue tribale. Le long passé de cette langue apprendra la parole à l'enfance, l'enfant qui passif, la reçoit comme empreinte qui y deviendra active de parole et d'agir et de penser, dans l'irréductibilité du passif et de l'actif, et bien aussi de celui qui parle et de celui qui écoute, la trace engendrant le sujet qui écoute et donc parle. Contre l'apprentissage en tant qu'imitation, qui néglige la passivité et accorde l'ensemble du processus au sujet déjà là, à son initiative,
Il faut parler de répétition plutôt. La passivité qu'elle implique ne cessera jamais. On témoigne que tout le monde parle selon une multitude de règles phonologiques, morphologiques et syntactiques que l'on ignore, qui n'a jamais été l'effet d'une imitation active. C'est juste le contraire. Ce sont ces règles qui activent le sujet qui parle, selon un processus d'oubli des voix des gens de la tribu, les gens qui ont appris à parler. Des rêves attestent parfois de réveil. Oubli corrélatif de la structuration de la nouvelle voix par rapport au nouveau discours. Là se situe, me semble-t-il, l'énigme de la réduction, qui joue sans doute chez le maître, mais aussi chez le disciple. Car c'est le tout de double lien, voix et discours, qui est inscrit, avec donc la structuration qui rend les deux inconciliables. Voilà pourquoi il faut lire la structure du rapport à l'autre de tantôt comme incluant non seulement le dialogue, mais aussi l'apprentissage de la parole. Et en fait, on apprend des autres à parler toute sa vie, au sens où l'on dit que l'on gagne de l'expérience, du savoir. Apprentissage qui demande donc une réduction phénoménologique qui, en plus d'une opération ontologique de pensée chez Derrida, se manifeste également chez tout le monde comme une opération ontique d'inscription, structuration y comprise. C'est-à-dire qu'il y a ici un retour à Parménide. Ce que Derrida a pensé, Quoi, tout ça?